Aujourd'hui, on rencontre Catherine Voyer-Léger, essayiste, blogueuse et chroniqueuse. Elle nous parle de sa carrière d'auteur qui a débuté sur les médias sociaux et plus précisément Twitter. Alors, suivez-moi. Première entrevue comme auteur, là. Ben, pour mon livre, ouais. Bonjour Catherine Voyer-Léger. Comme je t'ai dit tout à l'heure en pré-entrevue, je suis un peu intimidée de te recevoir sur mon divan aujourd'hui parce que tu es une auteure, essayiste, blogueuse avec plusieurs années d'expérience. Je vous trouve hallucinante comme écrivaine. Vous venez de lancer un livre, vous avez lancé un livre qui s'appelle Métier critique. Est-ce que vous êtes bien face à la critique? Oui, bien surtout quand l'entrevue commence par quelqu'un d'intimidé, je me sens très à l'aise. Non, il ne faut pas être intimidé. Mais je dirais que le fait de travailler sur ce livre-là, en fait, ça m'a beaucoup aidé à moi-même faire la paix avec une certaine critique, puis avoir la critique pour ce qu'elle est aussi, c'est-à-dire une lecture de l'œuvre, puis pas une lecture de la personne. Je pense que c'est ça le plus important. Oui. À un moment donné, quand on accepte de rendre nos choses publiques, il faut accepter que les gens en discutent, puis que c'est pas un jugement sur qui on est comme individu, mais vraiment sur nos idées, en fait. Oui, effectivement. Et sur vos plateformes sociales, vous avez été très active à un certain point sur Twitter, plus précisément. Puis maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui vous taguent, qui vous identifient parce qu'ils ont lu votre livre, ils se sentent interpellé par votre livre, surtout le livre qu'on vient juste de parler, Métier critique. Pourquoi vous pensez que vous avez eu tant de succès avec ce livre-là? Bien, premièrement, ça n'existait pas, un livre comme ça au Canada, un livre en français sur la critique de façon générale, c'est-à-dire pas sur la critique théâtrale ou la critique de cinéma. Un livre qui s'interroge sur la critique, ça n'existait pas. Donc, je pense que c'est arrivé au bon moment. C'est sûr aussi que, bon, vous êtes quelqu'un de communication, peut-être que vous vous êtes rendu compte que les gens de communication aiment rien tant que de parler d'eux-mêmes dans la vie. Donc, je savais bien qu'en publiant un livre sur la critique, les critiques allaient être les premiers à le lire attentivement. Et donc, j'ai eu effectivement beaucoup de presse. Puis je pense que le livre porte sur un sujet assez spécifique, mais en fait, il pose une question plus large, qui est la question de quelle place on donne aux arts dans notre société. Puis ça, cette question-là, elle rejoint encore plus de gens que la question de la critique, en fait. Effectivement. Puis, comme vous savez, Suivez-moi, c'est une émission qui mise beaucoup sur les plateformes sociales. Vous êtes active. Moi, je trouve que vous êtes hyper active sur Facebook. Puis, dernièrement, vous avez partagé une belle nouvelle. Le 12 août dernier, vous avez été choisi par le journaliste du Journal de Montréal il a choisi votre livre parce que il y a une grande campagne depuis, je pense, une couple d'années qu'on veut consommer plus de livres québécois ou franco-canadiens. Alors, votre livre a été choisi. Ouais. Comment on s'est senti quand vous avez vu ça? Bien, c'est sûr que ça fait plaisir. Bon, Mario Asselin, donc, qui est un journaliste, un blogueur au Journal de Montréal, quelqu'un que je connais par les médias sociaux, mais sans plus, je pense qu'on s'est croisés une fois, mais c'est pas un ami, là, rien de tout ça. Puis là, qu'il sorte comme ça, en publicisant son choix, en fait. Donc, c'est une façon de faire connaître la journée du 12 août, mais c'est aussi une façon de faire connaître mon livre. Puis, dans le milieu du livre, ça dure très peu longtemps. En fait, après 6 mois, un livre est presque disparu de l'actualité. Le mien, c'est un peu différent parce que c'est un livre qui marche bien dans les écoles, donc on continue à en vendre pas mal, mais il n'y a plus personne dans les médias qui parle de mon livre. C'est une vieille affaire, là, ça fait 1 an. Tandis que là, de le voir réapparaître, je suis « Oh mon Dieu, c'est vrai, j'ai publié ce livre-là il y a 1 an. » Et là, que quelqu'un s'y intéresse encore, ça m'a fait vraiment plaisir. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un intérêt pour avoir des livres davantage en français? Parce que moi, je me souviens, quand j'étudiais, il y avait toujours des traductions de l'anglais ou français. Puis, c'est rare de trouver des livres dans la langue de notre choix, surtout en français. Bien, c'est pas simple. C'est sûr que les gens ont beaucoup tendance, puis on le voit beaucoup dans les salons du livre, les gens vont vers ce qu'ils connaissent déjà. Et souvent, ce qu'on connaît le plus, c'est des phénomènes. Puis souvent, ces phénomènes-là, bien, ils sont pas québécois ou franco-canadiens, encore moins franco-canadiens que québécois, je dirais. Donc, c'est souvent des phénomènes américains qui sont traduits ou des phénomènes français ou européens. Puis moi, chaque fois que je suis surtout dans les gros salons du livre, c'est moins vrai dans les plus petits salons du livre. Dans les gros salons du livre comme à Montréal, par exemple, on voit que les gens, ils cherchent exactement le truc dont ils ont entendu parler toute l'année et ils n'ont pas tendance à bouquiner puis à aller découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas. Puis moi, c'est un peu un appel que je fais à chaque fois de dire aux gens, justement, le 12 août, c'est un
c'est un bel exercice pour ça. Allez dans votre librairie, puis dites à votre libraire, je veux acheter un livre québécois, suggère-moi quelque chose, ou franco-canadien, mais sortez de ce que vous connaissez déjà. C'est là qu'on fait les plus belles rencontres. Oui, effectivement. Puis dernièrement, vous avez été à la librairie Le Soleil, puis vous avez vu votre livre. Oui, bien, mon livre est là, évidemment, c'est des alliés, mais je dois dire, je leur fais, c'est la librairie qui est au cœur du marché Bail à Ottawa. C'est une librairie importante pour les Franco-Ontariens, entre autres. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Puis en arrivant là, le 12 août, c'était écrit « Acheter un livre québécois » ou franco-canadien. Et là, il y avait des livres d'auteurs franco-ontariens comme Patrice Desbiens, comme Daniel Marchildon dans le petit présentoir. Et j'étais vraiment contente qu'ils fassent ça parce que moi, je travaille dans le milieu de l'édition franco-ontarienne et franco-canadienne. Puis c'est pas facile de faire valoir nos auteurs qui sont moins connus, qui ont moins de presse. Puis je le disais tantôt, les gens vont vers ce qu'ils connaissent. Donc, faire connaître ces auteurs-là, c'est beaucoup de travail. Puis j'étais contente de voir qu'on pouvait compter sur la librairie pour nous appuyer dans une journée comme celle-là. Puis sur les médias sociaux, vous êtes excessivement populaire, autant sur Twitter, autant sur Facebook. Vous publiez certains éléments quand vous choisissez qu'est-ce que vous publiez. On parle beaucoup de vous. À quoi attribuez-vous votre succès? Hey, ça, c'est une question difficile. On se voit pas beaucoup aller dans la vie. C'est vrai en tout, mais c'est vrai sur les médias sociaux aussi. Moi, j'ai été très, très active sur Twitter dans une autre période, je dirais, il y a 5 ans à il y a 2 ans à peu près. Je suis moins là aujourd'hui, surtout parce que je trouve que Twitter, c'est devenu très, très gros. Il y a tellement de gens maintenant qu'on dirait que j'arrive plus. Ça a toujours été un problème là, de savoir comment digérer toute cette information, mais là, on dirait que ça m'étourdit plus que jamais. Mais toutes ces années-là où j'ai été sur Twitter, j'ai été très active, très à l'écoute. J'interagissais beaucoup par rapport aux événements auxquels je participais, par rapport aux émissions de télé que je regardais. Et ça a fait que petit à petit, mon bassin, en fait, de suiveux a comme grossi. Et c'est ça aussi, plus on est connu, plus on est connu, plus on est connu. C'est comme... Donc là, ça a beaucoup grandi. Sur Facebook, j'ai un autre rapport à ça. Récemment, j'ai ouvert, il y a quelques mois, une page professionnelle. Puis maintenant, j'essaye un peu de séparer mon Facebook personnel de mon Facebook professionnel. Pourquoi vous avez fait ça? Parce que je trouvais qu'il n'y avait plus d'espace d'intimité sur ma présence en ligne. Puis je trouvais que ça créait des moments un peu bizarres. Comme? Bien, comme par exemple que là, tu te retrouves... admettons, il se met à avoir une discussion sur ton mur Facebook, puis là, ton père se fait engueuler par quelqu'un que tu ne sais même pas c'est qui, en fait, parce que j'ai accepté un peu tout le monde sous prétexte que ces gens-là lisent mes livres et tout ça, mais ça créait... Moi, je disais, c'est comme si je faisais une pendaison de crémaillère chez nous, puis que là, un parfait inconnu était en train d'engueuler mon père sur le bord du frigo. Ça marche pas. C'est comme... Vous êtes dans ma cuisine. Et là, je voulais un peu faire du ménage là-dedans. Donc, j'ai beaucoup réduit la portée de mon Facebook personnel. Okay. Puis, j'essaie d'amener les gens vers mon Facebook, ma page professionnelle. Mais on sait que Facebook sont ratoureux. Donc, il y a beaucoup moins d'impact d'une page professionnelle que d'un compte personnel. Oui. C'est beaucoup plus dur de rejoindre les gens, mais j'essaie quand même de concentrer ma présence professionnelle sur cette page-là. Et je trouve que vous faites quand même, malgré la séparation que vous avez faite, il y a une belle interactivité qu'on peut voir. Les gens vous écrivent, veulent avoir plus de détails sur vos livres. Je suis sûre que plusieurs personnes le lisent, mais ils veulent avoir un peu plus d'informations que vous n'avez pas nécessairement publiées. Pensez-vous avoir un deuxième livre sur métier critique? J'ai un projet d'écrire, je dirais pas que c'est une suite, mais un autre livre sur la critique qui voit les choses un peu sous un autre angle. Ce qui m'intéresse maintenant beaucoup, c'est de voir comment la critique, c'est aussi une forme de relation entre des personnes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans cette relation-là qui s'établit, entre autres, entre les artistes puis les journalistes qui sont des critiques professionnels? Comment la relation s'établit? Donc, c'est un peu un autre angle. Mais sinon, il va y avoir un deuxième... Mon premier livre, c'était un recueil de chroniques qui était d'abord paru sur mon blog à l'époque, qui est un livre qui s'appelle « Détails et dédales ». Et là, il va y avoir un deuxième tome de chroniques qui va paraître en février 2016, qui va s'appeler « Désordre et désir ». Désordre et désir. On peut s'attendre à quoi à l'intérieur de ce livre? Bien, c'est la même chose. C'est des textes très courts, mais il y a beaucoup de textes sur des préoccupations liées, je dirais, à la vie plus privée, donc au couple, aux enfants, au désir d'avoir des enfants. Mais aussi, de façon générale, ça a été des années dans ma vie où je voyageais beaucoup. C'est encore un peu vrai, mais j'étais beaucoup en mouvement. Donc, des fois, un peu en perte de repère aussi par rapport à c'est où chez moi. Donc, il y a beaucoup de
texte sur ce genre de questions-là dans Désordre et désir. Ça ressemble à des thèses et dédales, mais c'est un petit peu plus personnel. Désordre et désir, c'est un vers d'un poème du poète acadien Gérald Leblanc. Oui. Et quand je suis tombée là-dessus, je venais de publier des thèses et dédales, puis là, ça m'a comme frappé, la similarité des sons, les D, puis je me suis dit, ça, ce serait un super titre pour un deuxième tome, et j'ai toujours gardé ça en tête. Oui, j'ai hâte de voir ça. Il y a quelque chose que vous avez partagé sur votre site Web. Vous parliez de votre désir d'avoir des enfants, et aussi, vous avez partagé aussi... dans une discussion avec une blogueuse montréalaise, la métaphore entre accoucher d'une œuvre et accoucher d'un bébé. C'est vraiment pertinent ce que tu dis. En fait, tu parlais vraiment qu'il y avait tu parlais dans l'entrevue que j'ai entendue d'une nuance entre le projet de donner naissance à un enfant et le projet de créer un livre. Peux-tu détailler sur la nuance que tu as apportée entre les deux? Je trouvais ça passionnant. Mais il y aurait plusieurs nuances à faire, mais pour moi, la plus importante, elle porte sur l'objet même. En fait, c'est que dans un cas, c'est pas un objet. Un enfant, c'est pas un objet, c'est un sujet. C'est quelqu'un qui est appelé à prendre son autonomie, qui, en fait, dès sa naissance, a déjà une partie d'autonomie. La preuve, c'est qu'on ne contrôle pas le caractère de notre enfant. On ne sait pas qui on met au monde, là. Donc, et cet être-là, cette personne-là, en fait, va faire son chemin. Tandis que dans l'autre cas, c'est un objet, c'est un livre, mais c'est aussi un discours. Et c'est un discours qu'on choisit de rendre public. Et en rendant public un discours, ça a des conséquences. Donc moi, une des premières choses que j'ai critiquées, c'est la façon dont certains se servent de cette métaphore-là pour se protéger de la critique. D'où ça venait, tout ça? Bien, ça, c'est mon sujet de maîtrise. En fait, je fais actuellement une deuxième maîtrise en... Oui, j'en ai déjà une en sciences politiques que j'ai fait il y a longtemps, puis là, j'en fais une en lettres françaises présentement, puis ça porte sur la métaphore de l'œuvre comme bébé. Donc, quand on dit « j'ai accouché de mon livre » et ce genre de choses-là, moi, en fait, quand mon premier livre est sorti, les gens se sont mis à me dire ça. « Ah, c'est ton bébé! » Puis comme moi, je veux un enfant, puis que je suis comme pas sur le bord d'en avoir un, ça me choquait assez, en fait, parce que je trouvais que ça avait rien à voir. J'avais le goût de leur dire « C'est un livre, c'est pas un bébé, veux-tu que je t'explique quelques différences majeures? » Et là, ça m'a tellement... Puis moi, je m'intéresse beaucoup au lieu commun, puis je me suis mis à me rendre compte qu'on dit ça sans arrêt. On n'arrête pas d'utiliser cette métaphore-là, on accouche de projets. Puis je me suis dit, d'où ça vient? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça véhicule? Puis là, je fais en ce moment une maîtrise là-dessus. Puis donc, cette blogueuse-là, Catherine Emmanuel, elle a un blog qui s'appelle « Femmes sans enfants », où elle s'intéresse beaucoup à cette question des femmes qui n'ont pas d'enfants, par choix ou par circonstance. Et elle m'a demandé une entrevue. J'ai donc accepté de la donner. Il faut dire aussi que j'étais intervenue sur Facebook parce que récemment, j'ai beaucoup entendu parler, entre autres grâce à ce blog-là, des femmes qui font le choix de ne pas avoir d'enfants. Et là, des fois, elles tiennent des propos qui font réagir les gens qui disent avoir fait le choix d'avoir des enfants. Puis là, j'avais lu des articles sur les gens qui choisissent d'être célibataires. Et là, moi, j'avais juste envie de dire, vous êtes bien chanceux de pouvoir faire des choix comme ça, parce que moi, sérieusement, dans ma vie personnelle, là, je fais pas de choix. Quand vous avez écrit l'article, votre billet sur votre site Web, est-ce que vous avez eu une énorme rétroaction? En fait, j'avais déjà pris la parole là-dessus dans un livre qui a été coordonné par une fille super, une Montréalaise qui s'appelle Fanny Britt, qui est une fille qui écrit du théâtre, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les tranchées », qui porte sur la maternité. Et elle m'avait demandé d'interagir comme étant la non-mère du groupe, là, donc je suis allée. Puis c'est très drôle parce que quand ce livre-là est sorti, c'était un échange qu'on avait eu par courriel. Je me rappelais plus du tout ce que je lui avais écrit et j'ai moi-même pleuré en lisant ce que j'avais écrit. Et là, j'ai eu vraiment beaucoup de réactions. J'ai reçu des lettres, beaucoup de gens, et j'expliquais... Ou négatives? Oui, positives, ou des femmes, beaucoup de femmes sans enfants, ou des femmes qui ont eu des enfants tard, réagissaient à ce que j'expliquais, qui était un peu mon dilemme de dire, est-ce que j'ai un enfant seul? Est-ce que je fais ce choix-là? Parce qu'on le sait, hein, nous, c'est aussi, à un moment donné, c'est qu'il y a une limite biologique. Bon, moi, je vais avoir 36 ans. Puis il arrive un moment où tu te dis, bon, si je veux un enfant seul, il faudrait comme que je bouge, là, parce que ça va prendre quelque temps avant que ça soit possible et tout ça. C'est des démarches qui sont longues, mais c'est comme renoncer à quelque chose de faire ce choix-là. Donc, à chaque fois qu'il y a comme une échéance qui arrive, moi, je m'étais dit, à 30 ans, si j'ai pas de conjoint, j'ai un enfant seul. Là, quand 30 ans est arrivé, je me suis dit, je suis bien trop jeune. Là, j'arrive à 35, là, je fais comme, bon, là, je suis de moins en moins jeune. Donc, il y a comme et j'ai écrit là-dessus et vraiment... J'ai eu beaucoup de réactions très positives. Les gens se sont sentis... Je pense que c'est effectivement la réalité de beaucoup de femmes. Beaucoup. Puis les gens ont senti que ça leur parlait directement ce que j'élaborais dans ce livre-là.
Un autre billet qui a suscité énormément pas de controverses, mais de réactions, c'est un article sur la mort. La mort, le titre était « L'été, les gens meurent aussi », qui m'a particulièrement touchée parce que tu faisais revivre la mort de Jerry Boulet. Puis c'est drôle, en lisant l'article, la chanson que j'aimais de cet artiste québécois, c'était « Toujours vivant ». Puis pourquoi tu as voulu parler de la mort? Est-ce que tu as peur de la mort? La mienne, c'est pas quelque chose auquel je pense beaucoup. Celle des gens qui m'entourent, oui. La mort éventuelle de mes parents, par exemple. J'ai la chance d'avoir mes 2 parents en vie, en santé, très présents. Mais oui, c'est des choses auxquelles je vais penser. En fait, quand les gens meurent, surtout quand les gens meurent jeunes, donc de maladie ou d'accident, il y a pour moi une profonde absurdité. Puis c'était un peu de ça dont je voulais parler dans ce texte-là aussi, de dire comment, bon, Jerry Boulet, c'était quelqu'un de connu. Puis moi, toute cette série d'articles dans le Journal de Montréal, c'est une série d'articles sur les souvenirs d'été. C'est ça qu'on m'a demandé de faire cet été. Et moi, le souvenir, il y a 25 ans, donc ça fait 25 ans qu'il est mort, c'est d'apprendre ça assise dans l'auto de ma mère et ma mère qui pleure. Et la première question que je me pose, c'est est-ce qu'elle connaissait? Parce que je comprenais pas pourquoi elle pleurait comme ça, en fait. Et j'ai appris à ce moment-là qu'on peut être profondément bouleversé par la mort de quelqu'un, même si on le connaît pas, parce que c'est un idole, mais aussi parce que mourir à cet âge-là, c'est une absurdité. Peu importe le contexte, et ça vient chercher quelque chose de très profond. Puis ce jour-là, j'étais avec ma mère à travailler dans un marché aux puces, puis j'entendais tout le monde qui parlait de ça. Les gens, ils se disaient « Ouais, Jerry... » Tu voyais que les Québécois étaient tristes de cette perte-là, puis qu'on n'a pas besoin d'être proche de quelqu'un pour être triste d'une perte. Puis ça m'a beaucoup touchée. Puis j'en profitais dans cet article-là pour parler de ma grand-mère qui est morte 4 ans plus tard, qui a été, moi, ma première perte près de moi, mon premier deuil. Puis c'était donc une occasion de parler de ça. Puis j'ai une bonne amie qui a perdu son père cet été aussi, fait que je pensais beaucoup à elle en écrivant ce texte-là. De dire, on est tellement dans notre pays marqué par la température qu'on dirait que quand la mort nous frappe en plein été, c'est encore plus absurde parce que c'est supposé d'être le temps de la joie, tu comprends? Mais que, je veux dire, l'été, les gens meurent aussi. Il y a des gens qui souffrent, qui sont en deuil, puis qui ont des choses difficiles à vivre, même s'il fait beau, là. Oui, même s'il fait beau. Oui. Il faut continuer dans la vie. Oui, c'est ça. Pour continuer dans un autre ordre d'idée, il y a quelque chose que j'ai trouvé, qu'on n'a pas discuté jusqu'à maintenant, c'est ton côté féministe. Sur ton profil de Twitter, tu te dis féministe. Pourquoi? Bien, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. En fait, c'est même pas... c'est pas une grosse affaire. Pour moi, ça fait partie de la vie. C'est quelque chose qui est rentré dans ma vie quand même assez tard, mais qui est devenu vraiment une conviction. Bon, évidemment, j'ai toujours cru à l'égalité, mais longtemps, j'ai cru que c'était quelque chose de réglé. Puis en vieillissant, j'ai été confrontée à des situations qui m'ont fait voir qu'à plusieurs égards... Comme? Bien, entre autres sur les exigences par rapport à l'apparence, sur le fait d'être constamment ramené à son corps ou à son potentiel sexuel. Ça, c'est quelque chose... Encore récemment, à Ottawa, je me suis fait vraiment crier dessus là, par une gang de jeunes gars qui m'ont dit des choses que je ne répéterai pas ici. Puis il n'était pas si tard, là, il faisait noir, mais il devait être 10h30. Puis je me disais, qu'est-ce que j'ai fait d'autre, là? À part être une femme qui marche toute seule dans une ville canadienne. C'est juste comme un défoulement, puis vous vous donnez le droit de vous défouler sur moi. Et ça m'arrive juste parce que je suis une fille toute seule à ce moment-là. Je veux dire, ça... Mais c'est un cas isolé, mais ça arrive. Bien, ça, c'était exactement dans la foulée des gens qui criaient à la télé, là, qui criaient des obscénités aux journalistes à la télé. Fait que c'est isolé, mais en même temps, c'est récurrent, en fait. C'est comme... Ça arrive très souvent. Et moi, c'est quelque chose qui me heurte beaucoup. J'ai envie... puis j'ai envie d'être reconnue pour ce que je suis au complet, en fait. J'ai envie de ne pas être jamais me sentir intimidée, jamais même dans des relations. Des fois, les gens ont l'impression qu'ils sont super positifs, mais tu es dans un 5 à 7 de job, tu es en train de parler de boulot ou de partenariat avec quelqu'un, puis tout d'un coup, il se met à te parler de ta robe, de ta bouche, de... Qu'est-ce que tu fais, là? Je veux dire, je suis pas ici pour ça. Puis moi, mon sentiment, c'est d'être diminuée là-dedans. Oui. Tu veux être reconnue en tant qu'une entité
auteure, écrivaine et tout ce que tu es. Quand j'ai envie d'amener quelqu'un dans mon intimité, ça se sent, là. Je veux dire, j'ouvre la porte, là. Fait que c'est ça. Donc, ça, c'est des choses qui m'ont frappée. Puis plein de choses, justement. J'ai des amis qui ont eu des enfants seuls, puis j'ai vu le jugement aussi. J'ai plein de trucs qui sont arrivés où j'ai vu jusqu'à quel point c'est pas aussi facile et qu'il y a beaucoup de peur encore. Je sens que les femmes ont encore beaucoup peur, entre autres d'être seules dans certaines circonstances. Puis moi, je me dis, tant que cette peur-là va exister, on n'est pas tout à fait sorti de l'auberge, en fait. Mais surtout avec vos articles, la blogueuse qui a discuté, qui a vraiment un blog qui s'appelle Femmes sans enfants, je trouve que c'est un pas de plus pour sentir qu'il y a une communauté de femmes qui ont fait ce choix-là ou bien les circonstances de la vie ont amené ça. Est-ce que tu penses, en ayant des écrivaines femmes, il y aura ce changement de comportement, ce changement de perception? Parce qu'avec les médias sociaux, je trouve que ça change la perception. Oui, oui. Mais je pense que l'important, en fait, c'est que femmes et hommes puissent prendre la parole sur toutes les plateformes qui existent. C'est ça, l'égalité, en fait. Ça devrait plus nous sembler exceptionnel, en fait. Quelqu'un me faisait réaliser l'autre jour que souvent, quand il se passe quelque chose, par exemple, je donne un exemple fictif, mais on va écrire dans le journal... Les 2 finalistes sont des écrivaines femmes, des écrivains femmes. Mais si c'était 2 hommes, jamais on préciserait que c'est 2 hommes. Ça irait comme de soi que c'est 2 hommes. Il y a encore à chaque fois quelque chose comme d'exceptionnel. Puis c'est ça qui nous dit aussi que les choses sont pas si naturelles. Que l'égalité n'est pas encore aussi naturelle qu'on le voudrait. Cela dit, il y a plein de choses qui se sont beaucoup améliorées. Moi, je suis aussi une femme qui est dans une position extrêmement privilégiée. J'ai un bon emploi, je gagne ma vie, je suis autonome. J'ai été élevée par des parents hyper ouverts qui m'ont laissé faire ce que je voulais. Bon, mais ça n'empêche pas de voir qu'autour de soi, il y a encore des choses qui doivent être travaillées. Comme vous l'avez dit, vous êtes choyée par la vie, vous connaissez un succès très jeune. Comment avez-vous commencé votre carrière d'écrivaine? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent présentement qui sont en train de vous chercher en ligne, mais on ne retrouve pas l'histoire derrière vous. Mais j'ai toujours voulu écrire depuis que je suis vraiment toute petite. Pour moi, les livres, c'était un truc vraiment merveilleux. Puis je pense que ce qui m'a donné vraiment envie d'écrire, c'est qu'il y a des gens qui m'ont valorisé là-dedans, des profs qui me disaient que j'écrivais bien. Donc, je me disais, bon, ben coudonc, c'est quelque chose que je sais faire bien, donc je vais y aller. Puis c'est vraiment plus tard, quand même. J'ai toujours écrit, mais avant que je me dise, OK, il y a une opportunité d'en faire un métier, ou en tout cas au moins une partie de métier, parce que vivre de ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais c'est vraiment les médias sociaux qui ont tout changé. Pour moi, c'est le blog, en fait. J'ai commencé à bloguer très tôt, à peu près en 2002. Au début, c'était vraiment plus comme ça, un peu... Puis un jour, j'ai vraiment développé une espèce... J'ai eu envie que ça soit une carte de visite, que ça soit crédible, que ça soit bien écrit, que ça devienne vraiment une façon de faire connaître ce que j'ai à dire puis ma plume. Puis ça a fonctionné, en fait. Mais ça a été un gros investissement. Le blog Détails et Dédales, qui est devenu le premier livre, pendant une longue période, j'écrivais 2 chroniques par semaine. Donc, complètement... Et ça représente combien d'heures de travail? À l'époque, c'était beaucoup, mais c'est devenu un peu un muscle. Mais je dirais, chaque chronique, c'est facilement 2 à 3 heures. Donc ça, c'est... Évidemment, j'étais zéro payée, là, j'avais pas de publicité, rien, tout ça. Mais c'était comme un investissement pour me dire... Mon objectif, c'était qu'un jour, on me donne une chronique dans un journal. Bon, ça a marché. Maintenant, j'ai des chroniques à la radio aussi. J'ai réussi à faire ma place dans ce monde-là. Entre autres, grâce à Twitter, hein, parce qu'on ne dit pas assez... La grosse différence entre Facebook et Twitter, c'est... Facebook, c'est la réciprocité. Twitter, c'est pas obligé d'être réciproque. Donc moi, à force de vouloir interagir avec des journalistes puis des gens du milieu des communications, eux se sont intéressés à ce que je faisais. Puis c'est comme ça qu'ils m'ont découvert puis que mon réseau s'est développé, en fait. Donc, moi, je peux facilement dire que Twitter a changé ma vie, là, sans aucun problème. Sauf que ce que j'aime pas, c'est quand j'entends dire « c'est facile ». Aujourd'hui, avec les médias sociaux, c'est facile de se faire un nom. Laissez faire, là. C'est pas facile. Là. Ça vous a pris combien de temps, à peu près, pour arriver à ça? Ça m'a pris, disons... Je dirais, il y a 6 ans, je suis rentrée sur Twitter. Ça m'a pris 1 an avant de commencer à me bâtir un réseau. Puis je dirais 3 autres années pour vraiment développer un réseau. 3 autres années avant d'avoir des chroniques, des résultats, là. Et c'est drôle parce que Twitter a changé ma vie,
mais c'est le livre... Quand le blog est devenu un livre, là, les résultats ont commencé à arriver. Comme si là, c'était plus crédible. Pourtant, c'est les mêmes textes, hein? Oui. Mais dans un livre, là, c'était plus crédible. Là, on a commencé à m'appeler pour interagir dans les médias, tout ça. C'est vraiment le livre qui a comme fait débloquer, mais en même temps, c'est Twitter qui m'avait permis de me bâtir un réseau. Alors, médias sociaux, c'était comme un tremplin. Oui. Là, cet automne, vous allez ajouter un autre titre à votre carte de visite, professeur à la Cité collégiale. Ma carte de visite, elle va peser lourd bientôt, ouais. Je fais beaucoup de choses. Oui, je m'en vais enseigner à la Cité. Je suis très contente qu'on m'ait donné cette opportunité-là à l'École des médias. Donc, un cours sur les actualités. Moi, j'ai étudié d'abord en sciences politiques, mais toujours la question des médias. Mon premier mémoire de maîtrise, c'était sur l'image de l'islam dans les médias américains. Donc, je connais bien la question des médias, de l'actualité, tout ça. Puis, je suis très excitée. Moi, j'ai adoré enseigner dans le passé. Là, c'est un retour à l'enseignement, puis j'espère que ça va être un beau moment. Puis, je trouve que la Cité, c'est une organisation centrale dans notre communauté. Fait que là, j'étudie à l'Université d'Ottawa, j'enseigne à la Cité. Je suis toujours proche de la communauté. Pour moi, c'est super important. Vous êtes impliqué dans la communauté franco-ontarienne. Comment vous voyez l'évolution des arts dans l'Ontario français? Ah, il se passe tellement de choses. Ma peine, c'est toujours la même chose, c'est que j'ai l'impression qu'on ne le sait pas assez. En fait, qu'on n'a pas assez de plateformes pour les diffuser. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est qu'on arrive vraiment à faire comprendre aux gens que notre production artistique, elle n'a plus rien à voir avec l'idée folklorique de l'identité franco-ontarienne. Il peut y en avoir. De la production qui est liée au folklore, c'est aussi notre mémoire, mais c'est plus juste ça. Premièrement, il y a une immigration importante qui change aussi complètement la couleur de notre culture et de notre production artistique. Et aussi, les artistes sont des artistes contemporains. Je veux dire, c'est des gens qui travaillent dans la société dans laquelle ils vivent, où il peut y avoir des liens avec l'identité franco-ontarienne, mais des fois, ces liens-là sont plus ténus que ce qu'on aimerait voir dans nos petits manuels de parfait de l'identité. Et pour moi, c'est ça le plus important, le message à faire passer, c'est notre production, elle est contemporaine. Il faut la découvrir, il faut la faire connaître, puis il faut être les premiers à la consommer. Parce que si nous-mêmes, on ne consomme pas les livres de chez nous, les chanteurs de chez nous, si on ne va pas dans les spectacles qui sont produits chez nous, je veux dire, là, la Nouvelle Scène va réouvrir bientôt sur la rue. Un endroit que j'adore. Oui. Il faut aller à la Nouvelle Scène parce que c'est non seulement du théâtre, c'est du théâtre créé ici, avec des artistes d'ici. Si nous, on y va pas, qui va y aller? Donc, pour moi, c'est vraiment super important qu'on renoue avec tout ce bouillonnement culturel dans notre communauté. Comme dernière question, tu es une Québécoise, mais tu as adopté la capitale nationale et surtout l'Ontario. Qu'est-ce que tu souhaites avoir d'ici dans les 10 ans dans la capitale nationale? Wow, qu'est-ce que je souhaite? Point de vue artistique. Ouais. Bien, je souhaite... Pour moi, les institutions, c'est vraiment important. Un peu partout, les librairies ferment. On a 2 librairies francophones ici importantes, Librairie du Centre, Librairie du Soleil. Il faut qu'ils restent ouvertes, il faut qu'on y aille. Les théâtres, je le disais tantôt. Pour moi, l'important, c'est qu'on solidifie nos institutions. On le sait, on parle en ce moment des médias sociaux. Les gens ont de plus en plus tendance à consommer de la culture chez eux. Ça peut avoir des super avantages. Le désavantage, c'est que si vous vous fiez juste à ce que les grandes chaînes vous proposent, les grands revendeurs vous proposent, si vous allez sur un site de vente de livres en ligne, ils ne vous proposeront jamais un auteur franco-ontarien. Ils vont vous proposer des blockbusters. À part le 12 août de chaque année. Le 12 août, c'est ça. Sinon, ça va être des blockbusters. Donc, si vous ne les connaissez pas, il faut que vous puissiez aller en librairie pour dire à votre libraire, j'aimerais ça, lire de la littérature franco-ontarienne parce que pour moi, c'est important. Et pour moi, c'est important qu'on maintienne ces lieux-là qui sont aussi des lieux de médiation, c'est-à-dire qui créent des ponts entre notre public et nos artistes. Catherine Voyer-Léger, ce fut un plaisir. On va continuer de vous suivre sur les médias sociaux, surtout qu'est-ce que les gens disent sur vous pour voir la critique les maintenir. Je vous souhaite bonne chance à la Cité collégiale, puis on va se revoir bientôt, je suis certaine. Merci beaucoup, Camille.